Bon, je pense qu'on va commencer la séance. Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être rendus disponibles à ce moment avec le brouhaha qui est autour de nous, qui est un peu difficile à gérer dans la durée. S'il y a des questions qui viennent de la salle, je pense qu'il faudra qu'on fasse circuler un micro, parce qu'autrement on ne s'entendra pas. Donc on a le plaisir d'accueillir, alors on va animer la séance avec Anne Lapierre, avec qui on a travaillé depuis longtemps sur le sujet. Donc Arthur, le nom complet, Arrighi di Casanova, donc Capgemini, et Ludovic Labazui, que je laisserai se présenter l'un et l'autre pour nous donner un peu les perspectives qu'ils vont apporter sur la discussion qu'on voudrait entamer. On voudrait le plus d'échanges possible avec la salle au fur et à mesure qu'on fera la présentation. Et à tout honneur, à tout seigneur, tout honneur, je passe la parole à Anne pour se présenter. Et ensuite, on abordera on passera à Arthur et puis à Ludovic pour se présenter, puis on peut commencer la présentation en elle-même. Bonjour à tous, donc je suis Anne Lapierre, je suis en charge de la practice énergie au cabinet d'avocats Norton Rose Fulbright. J'ai aussi le plaisir d'être au conseil d'administration de France Énergie Éolienne pendant 12 ans et de chapeauter la practice mondiale de mon cabinet, 56 bureaux dans le monde, soit 1000 avocats spécialisés dans le secteur de l'énergie. Et je suis ici aujourd'hui parce que j'ai le plaisir, on vous racontera ça, avec Dominique, de réfléchir ces dernières années sur l'évolution du marché d'électricité et de mettre en place un certain nombre de contrats standards dont on va vous parler plus avant aujourd'hui avec des intervenants du marché. Merci Anne. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Arthur Arrighi, je suis directeur chez Capgemini Invent, qui est la branche de conseil en stratégie et en transformation du groupe Capgemini. Je m'occupe de toutes les activités liées à la transition énergétique. J'accompagne principalement des énergéticiens dans le développement d'offres renouvelables, notamment corporate PPA ou autres. Et j'accompagne beaucoup des acteurs industriels dans leur stratégie climat. Et un élément clé de la stratégie climat, évidemment, c'est de verdir le sourcing en énergie. Et donc, je les accompagne notamment sur des sujets de corporate PPA. Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Labazui, je suis chef de groupe achat au sein d'Auchan Retail. Je pilote toutes les activités d'achat donc je vais le dire quand même, carburant, biocarburant, gaz, électricité. Et je représente ici en fait la vision acheteur, puisque c'est quelque chose qui finalement on voit très peu d'acteurs qui représentent en fait la vision acheteur dans ce sujet des CPPA. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer Dominique et Anne sur différents ateliers au niveau de la FE, dès lors qu'il y avait cette démarche de bâtir en fait ce contrat standard CPPA. Merci. Moi, je rappelle juste quelques éléments qui ont cristallisé. Qui êtes-vous, Dominique Darne ? Pardon, Dominique Darne, je suis directeur général d'Eurowatt, membre du conseil d'administration de la FE, et j'ai succédé à Anne à la présidence de la commission économie. Et on avait j'allais dire les deux grandes compétences qui sont dans la commission économie, c'est les mécanismes de soutien et les mécanismes de vente de l'énergie, puisque aujourd'hui c'est une approche différente. Et puis la partie fiscale qui n'excite personne, mais qui est une composante importante de notre métier. Donc, m'étant présenté, l'origine d'une réflexion qui s'est établie au sein de la FE, et qu'on a piloté en grande partie avec Anne, mais aussi avec quelques autres acteurs, qui remontent à 1994 avec la directive européenne, et notamment quand on a rendu responsables les producteurs de prévoir leur production, d'équilibrer leur production, et qu'on a introduit progressivement des nouveaux mécanismes de vente qui sont les Contract for Difference, où on est obligé de devenir un acteur de marché. Et progressivement, on a commencé à travailler parce que ces mécanismes-là qui se sont implémentés en droit français avec les arrêtés de 2016, où effectivement on a vu arriver les premiers contrats qui n'étaient pas des guichets ouverts, mais des contrats avec un complément de rémunération. Et on s'est posé la question ensemble, c'était un apprentissage urgent de la part des producteurs, et notamment on a travaillé, et ça a été le premier travail qu'on a fait ensemble, sur des contrats d'agrégation. Donc l'accès au marché devenait essentiel, et on a travaillé avec Norton Rose pour élaborer ce contrat type qu'on a mis à disposition de la profession et qui aujourd'hui vit sa vie
Et l'idée était effectivement d'accélérer l'apprentissage de la profession côté vendeur, producteur d'électricité. Et puis, à l'automne 2018, on a fait un peu de pression sur, à l'époque, Pauline Lebert en disant il faut qu'on commence à faire bouger les lignes sur la vente de l'énergie. Il y a des nouveaux moyens et des nouvelles méthodes qui commencent à se déployer, notamment aux États-Unis. Et on a réuni des producteurs, des avocats, des agrégateurs, des banquiers, et il nous manquait une brique. Il nous manquait une brique qui était les acheteurs. Et à l'époque, un bon ami chez Capgemini, Julien Cosset, qui conseillait à l'époque Aéroport de Paris, qui était avancé dans sa réflexion, sa démarche pour sourcer de l'énergie renouvelable, a eu la gentillesse de nous amener sa cliente à l'époque, qui a amené ses amis IS et IES. Et on a vu débarquer la Postimo, on a vu débarquer un certain nombre de consommateurs qui avaient entamé une réflexion. Et donc on a pris l'initiative de monter un groupe de travail pour essayer de rédiger, de donner des outils pour les producteurs destinés à pouvoir contractualiser, ce qu'on a réussi à faire un certain nombre d'entre nous, à contractualiser la vente directe de l'énergie renouvelable. Mais le départ, c'était il n'y avait pas de clients. Et effectivement, il y a un process qui est long, et c'est pour ça qu'on a demandé à Arthur et à Ludovic d'être présents, c'est de donner un éclairage sur comment ils arrivent à aujourd'hui être en confort, soit pour conseiller, soit pour contracter de l'achat d'énergie qui est une approche, une démarche totalement nouvelle. Donc, je te passe la parole, Anne, et puis on peut commencer à dérouler. L'idée étant qu'on fera intervenir nos deux témoins. Et dans la salle, on sait qu'on a un certain nombre d'interlocuteurs. Alors, le degré de connaissance du produit Corporate PPA est plus ou moins égal. N'hésitez pas à poser des questions, même si elles vous paraissent simples ou simplistes. On sera ravis d'y répondre. Et surtout, on voudrait faire témoigner et Arthur et Ludovic sur ces questions. Merci Dominique. Alors avant de commencer, il y a beaucoup de bruit. Je voulais m'assurer que vous nous entendiez correctement. Ça va ? Parce que nous, on ne se rend pas compte là, avec le retour. Donc c'est parfait. Donc en fait, comme l'a indiqué Dominique, c'est un peu une longue histoire d'évolution du marché. Et cette démarche de créer un document pro forma a été motivée par l'expérience, notamment qu'on avait acquise à l'étranger, puisque comme cela a été indiqué, le corporate PPA existait ailleurs. Et c'est là que l'expérience nous avait démontré qu'acheter de l'électricité en corporate PPA, c'est-à-dire directement auprès d'un producteur, est un exercice extrêmement différent pour un consommateur que de se sourcer auprès d'un fournisseur standard avec un contrat 3 ans au terme d'appel d'offres classique. C'est une éducation complète à refaire, des équipes à former, et ça implique de devenir un sachant du secteur de l'électricité. Et c'est pour ça qu'on est très heureux d'avoir donc Arthur et Ludovic qui vous partageront en fait leur vision et l'évolution qui a été nécessaire en interne et sur le marché pour pouvoir permettre d'accéder à tout ça. Alors, comme on était déjà actif sur des marchés à l'étranger, on s'est dit que le mieux, c'était quand même de créer un contrat pro forma. Donc, c'est 2 ans de boulot avec tous les acteurs qu'a indiqué Dominique. Ce contrat, il est disponible open source sur le site de France Énergie Éolienne. Il a été fait pour l'éolien, mais il est tout à fait utilisable pour le solaire et d'autres énergies. Ça demande des petits ajustements à la marge. Et l'idée, c'est qu'il n'est évidemment pas utilisable comme ça. C'est probablement pas le meilleur contrat du marché. Par contre, l'objectif, c'est qu'il adresse l'intégralité des points que nous estimions utiles d'adresser dans ce type de négociation contractuelle. Donc, ça peut tout à fait servir de guide, de discussion à tous les acteurs du marché. Donc 2 ans de travail. Aujourd'hui, on a un retour de l'utilisation de son contrat et conformément à notre feuille de route d'origine, nous avons réouvert une discussion avec le groupe de travail 2 ans après pour regarder si le contrat était adapté, comment il était utilisé, est-ce qu'effectivement il y avait des choses pertinentes dedans et des choses à modifier dedans. Donc on en parlera peut-être tout à l'heure. Sur le fond,
Les hypothèses de travail qu'on a prises, vous les voyez là. On l'a pris en anglais d'abord parce qu'il y a un besoin de syndication bancaire, mais aussi parce que, comme je l'ai indiqué, l'expérience venait d'ailleurs dans le monde et que du coup on a pu réunir autour de la table des gens qui non seulement utilisaient des corporate PPA, mais on avait négocié beaucoup, mais c'était des anglophones. Donc pour commencer, on l'a fait dans cette langue-là. Je crois qu'un certain nombre d'acteurs aujourd'hui en ont signé en français. Donc il n'y a pas de contrainte particulière à cet égard, mais ça explique le choix qui a été fait à l'origine. On a choisi de travailler avec une solution simple, c'est-à-dire on a un seul actif de production et un seul acheteur, avec un producteur qui vend 100% de sa production à l'acheteur. On s'aperçoit aujourd'hui que dans les conditions du marché, c'est probablement pas du tout les situations dans lesquelles on est. On va acheter à plusieurs actifs, on peut avoir plusieurs consommateurs, et ça nécessite des négociations, et on y reviendra, qui prennent en moyenne 1 an. Je pense que c'est le délai pour acheter de l'électricité sur le marché. Voilà. On a pris une version physique, compatible avec les mécanismes de soutien, même si pour le moment, ce n'est pas du tout ce qui a été mis en œuvre. Et donc, on a fait 2 contrats, le corporate PPA et puis le contrat d'agrégation. Il y a aussi évidemment un contrat de sleeving entre le producteur et le fournisseur, puisqu'au bout du bout, votre consommateur, il a besoin de consommer en permanence 100% de son besoin. D'accord ? Donc, si l'actif est un actif, l'actif vert est un actif solaire, par définition, il ne produit pas la nuit. Donc, il faut que, normalement, sauf en Espagne parfois, mais il faut que le fournisseur assure 100% et que la production renouvelable puisse être intégrée dans le volume global du fournisseur. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Voilà, donc en termes de structuration, on ne va peut-être pas vous décrire tout le schéma, mais on voit bien que c'est un schéma qui est plus complexe que le contrat d'achat de fourniture classique auquel on pouvait être habitué. Et évidemment, il y a un certain nombre... Je ne sais pas si tu veux commenter cette slide. Vas-y. Et je pense qu'on pourra en parler d'ailleurs avec Ludovic, parce que vous avez adopté des schémas, ce que vous voulez bien nous dire. Mais effectivement, il y a plusieurs acteurs. Il y a l'acheteur, le vendeur, il y a un acteur de marché au milieu, il y a un signal prix qui vient des PEC-Spot et qui va venir influencer la formule de prix du résiduel pour l'acheteur, puisqu'il ne va pas acheter, en tout cas au départ, 100% de son énergie. Et des rapports contractuels, sans parler évidemment des rapports contractuels qui sont nécessaires avec le gestionnaire de réseau de transport, qui est ce qu'on retrouve normalement dans la production d'énergie renouvelable, un accord de rattachement à un périmètre d'équilibre. Mais peut-être Ludovic, tu veux nous dire si vous avez adopté un autre schéma, un peu différent, mais vous avez des contrats qui sont sur un format complémentaire, on va dire. Oui, en fait, ça c'est un schéma de base qui peut s'appliquer à tout acheteur. Ensuite, derrière, ce qu'il faut savoir, c'est quelles sont les compétences qu'on a dans les entreprises et est-ce qu'on est capable de structurer d'une manière différente et d'essayer de chercher à optimiser. Je suis à la tête d'une équipe achat de commodités. On achète des carburants, biocarburants depuis 40 ans maintenant dans l'équipe. Et on traite l'achat d'énergie depuis 2012. Et donc, par rapport à ça, finalement, chacun de ces marchés s'appuie toujours sur les mêmes principes, les mêmes mécanismes. Et l'avantage, c'est qu'en France, qu'on achète de l'énergie, qu'on achète du gaz, de l'électricité ou du carburant, les structures réglementaires, fiscales et techniques financières en fait, d'achat et de couverture sont identiques. Donc, on est venu dupliquer en fait, ce modèle que l'on connaissait sur le carburant, sur la partie énergie. Et on est devenu fournisseur d'électricité, donc où on fournit nos propres sites en direct, sans passer par un fournisseur lambda. Donc on est venu acheter, on est venu contracter donc avec différents acteurs, donc une fourniture d'énergie renouvelable à long terme, donc avec Eurowatt, avec Boralex, avec Voltalia. Et on est venu intégrer ça donc dans notre portefeuille d'équilibre avec un responsable d'équilibre et on approvisionne en direct nos sites. Donc c'est une mesure, en fait,
comment dirais-je, c'est un petit peu plus touchy en fait d'aborder le marché comme ça, c'est un petit peu plus complexe, mais ça répond aussi aux compétences que l'on a en interne et aussi à nos besoins, puisqu'on est quand même, on représente à peu près 1 Tera de consommation par an, on est un multisite, un gros multisite, c'est quasiment 1000 sites, 1000 sites, 1000 points de livraison à approvisionner. Donc il fallait vraiment trouver la structure pour répondre donc à ce challenge. Arthur, est-ce que la structure, dans la pratique de marché, tu vois des schémas différents de celui pris? Moi, je peux en parler avec des utility PPA, par exemple, ce qu'on a fait avec Agrégio, qui prend notre énergie et la livre lui-même en direct à un consommateur, ce qu'on a fait avec Métro, par exemple. D'autres schémas qui se dessinent. Alors il y a effectivement plein de schémas différents avec des contraintes différentes et qui répondent, je suis d'accord, à des situations différentes côté consommateur. Et côté consommateur, il y a, je dirais, 2 grands cas. Il y a le cas où c'est un acheteur lambda qui a une direction qui va passer des contrats d'achat de 3 ans très classiques. Et il y a des acteurs dont Auchan fait partie ou des très gros électro-intensifs font partie qui ont vraiment une direction hyper spécialisée sur l'achat, qui eux-mêmes peuvent se sourcer, qui ont parfois même un desk de trading, d'achat d'énergie, etc. Et pour eux, ça va être un petit peu différent. Mais quand même, dans la grande majorité des cas, on a affaire à des gens qui achètent des commodités, qui ont d'ailleurs en général pas du tout dans leur périmètre que de l'achat d'électricité. Ils ont du fuel, du gaz, donc ça peut être les énergies, mais d'autres commodités. Et donc, ils ont envie d'avoir finalement un contrat le plus simple possible et ils n'ont pas une entité dédiée, spécifiquement une entité juridique par exemple, qui est dédiée aux achats d'énergie. Donc c'est 2 cas qui sont très, très différents. Et dans le cas d'Auchan, je pense que c'est aussi lié au fait que vous êtes probablement vendeur vous-même de carburant qui a fait au début que vous aviez une filiale énergie. Alors oui, tout à fait, c'est sur cette base-là, mais ensuite c'est une réflexion en fait de long terme, puisqu'aujourd'hui on connaît un contexte de marché qui est un petit peu particulier, tout le monde est en train de s'émouvoir parce que les prix, ils ont fait x2, x3 cette année sur l'électricité. On a les mémoires courtes, c'est déjà arrivé, il n'y a pas si longtemps que ça, donc je précède peut-être une question, mais c'est une réflexion qu'on avait entamée dès 2018, puisqu'entre 2016 et 2018, les prix avaient très très fortement augmenté. Et à ce moment-là, il a fallu commencer à réfléchir à des solutions. Quelle était, notre vision en fait, de l'énergie à long terme pour l'entreprise, puisque Auchan a 60 ans cette année, et c'est une vieille dame et qui se projette encore dans l'avenir, et sur lequel il fallait qu'on apporte en fait, un certain nombre de garanties. Il fallait également en fait, relever des défis. On a eu des changements de gouvernance, il fallait relever des défis d'un point de vue responsabilité sociale, sociétale de l'entreprise, et en l'occurrence avec un enjeu, c'est d'être à 100% énergie renouvelable pour 2030. Et donc en combinant en fait ces différents enjeux, il a fallu trouver des solutions, et pour nous le CPPA faisait partie des solutions qui permettaient de répondre à la fois à ces enjeux en RSE et également à des enjeux financiers. Donc pour nous c'était un excellent outil. Pour compléter, aujourd'hui ce qu'on constate dans les discussions qu'on a avec des développeurs ou avec des consommateurs, c'est qu'il n'y a pas un standard unique. On est en train tous collectivement de créer ces standards. Et il y a beaucoup de discussions sur comment est-ce qu'on doit articuler le corporate PPA avec le contrat de fourniture, avec le contrat d'agrégation, en fonction des différentes durées de contrat qui ne sont pas du tout alignées, puisqu'un contrat de PPA, en tout cas avec des actifs additionnels, c'est plutôt de l'ordre de 15 ans, alors que les contrats d'achat d'énergie en général, c'est plutôt 3 ans. Et donc on est tous en train de développer ces structures contractuelles. On peut peut-être le dire sans dévoiler quoi que ce soit, mais l'ensemble contractuel dans lequel on vient s'immiscer dans la réglementation n'a pas été conçu. Et on a des questionnements aujourd'hui pressants, où on a besoin d'un geste législatif ou réglementaire pour régler l'insertion des contrats de corporate PPA dans un ensemble réglementaire qui n'avait pas anticipé l'émergence de ce nouveau mode de commercialisation. Et on l'abordera en général, ça devient assez technique sur certains aspects. On a des négociations, on a des discussions avec certains acteurs majeurs du marché qui ont des visions qui ne sont pas nécessairement les nôtres, qui vont nous amener à devoir discuter avec la DGEC ou la CRE pour faire avancer et lever des obstacles qu'on observe aujourd'hui.
Anne, si tu veux continuer sur le... Alors, une des grandes différences, évidemment, de la mise en place d'un corporate PPA pour l'acheteur, c'est qu'il s'engage à long terme. Il va acheter de l'électricité à un prix fixe pour 10 à 20 ans, alors qu'à l'heure actuelle, la moyenne des acheteurs, je l'ai déjà dit, achètent plutôt sur une période de 3 ans. Les fournisseurs qui sont assujettis à la volatilité des marchés ne s'engagent pas de toute manière au-delà de 3 ans. Donc il n'y a pas de fourniture complète en dehors du corporate PPA qui peut vous garantir un prix fixe sur la période. Donc c'est un moyen de vous hedger. Évidemment, on se hedge par rapport à un prix marché. Donc la question c'est quel est votre pronostic d'évolution des prix et est-ce que ça sera une bonne affaire ou est-ce que ce sera une mauvaise affaire? Aujourd'hui je crois qu'on est à 230 € au prix spot. Ce soir, on tapera les 280. 280 ce soir. Alors évidemment, donc en ce moment, je vous encourage fortement à signer immédiatement vos corporate PPA à 50 €. Ce sera parfait. Mais la vie est longue, 10 à 20 ans c'est long et on verra bien ce qui se passe sur le marché. Mais en tout état de cause, l'avantage du corporate PPA, c'est que ça vous hedge, donc vous vous retrouvez avec une charge fixe long terme. Juste par comparaison, en mai de l'année dernière, le prix moyen pondéré au pas de temps horaire, c'était 13 € du mégawattheure. Donc, effectivement, on a des grandes fluctuations. On a multiplié par 25 entre mai 2020 et septembre-octobre 2021. On ne pourra pas prédire ce qui se passera demain. Et la décision qu'on prendra aujourd'hui est la meilleure qu'on puisse prendre au vu de la connaissance. Mais voilà, c'est vraiment un sujet de couverture. Vous avez l'habitude de faire en matière pétrolière. Alors, quand on parle de couverture, il faut bien faire attention sur un point, c'est dans quoi on se projette en fait. Et ça, c'est la vision de chacune des entreprises. Est-ce que je me projette sur une vision industrielle, c'est-à-dire que je considère que dans mon activité, j'ai un besoin d'énergie, j'ai besoin en fait de sécuriser en fait cette partie d'énergie. Et pour ça, je me projette sur un projet industriel long terme. Et donc, c'est le rapport que je vais entretenir avec les nouveaux acteurs, avec les projets à construire. Et par contre, dès que je suis sur la fourniture court terme, effectivement, je vais plutôt être là sur du hedging. Donc c'est juste finalement la manière dont on va venir le structurer, dont on va venir présenter la chose et de se dire, bon ben voilà, quelque part, dans la mise en place d'un PPA, c'est quelque part une gestion de bon père de famille. Une gestion de bon père de famille, c'est quand on commence à avoir un petit peu d'argent, on commence à investir dans l'immobilier. Et ensuite, au fur et à mesure qu'on a des liquidités, on va venir travailler sur des risques beaucoup plus importants et sur des stratégies beaucoup plus court terme. C'est comme ça en fait qu'on a vraiment projeté en fait le schéma du PPA. Donc on s'engage pour une période longue, mais évidemment la fourniture d'énergie verte venant d'un seul actif ne peut donc pas couvrir l'intégralité du besoin du client, qui contracte donc par ailleurs un contrat de fourniture pour assurer le delta. Donc le contrat de fourniture, il est de 3 ans en moyenne et il fait l'objet évidemment d'une mise en concurrence périodique, ce qui fait qu'on se retrouve avec l'intégration du corporate PPA long terme dans un bandeau de fourniture court terme. Et donc à chaque fois que vous allez lancer un appel d'offres, si vous êtes consommateur, il va falloir indiquer à vos candidats fournisseurs l'existence de ce corporate PPA pour qu'ils price la volatilité ou l'intermittence qui est liée à la production qui va être reçue par ce biais-là. On a aussi évidemment un sleeving agreement qui a pour donc, objectif de permettre le delta de fourniture et qui va avoir la même durée que le corporate PPA. L'option qu'on a prise dans le contrat fait et qui nous semble, je crois, toujours pertinente, mais on pourra en discuter avec les opérateurs du marché, c'est d'imposer aux producteurs verts de se rattacher au périmètre d'équilibre du fournisseur principal. Ce qui veut dire que tous les 3 ans, le producteur d'énergie verte doit changer le périmètre de rattachement. Nous avons jugé que c'était plus efficace d'un point de vue opérationnel de le faire de cette manière-là. Il y a un certain nombre de discussions assez enflammées qui ont lieu autour de la responsabilité d'équilibre, qui peut la choisir, quelles sont les conséquences en cas de défaillance, est-ce qu'elle doit être portée par l'acheteur, par le vendeur,
Est-ce qu'il existe différentes qualités de responsable d'équilibre? Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est l'option qu'on a prise, mais peut-être que, messieurs, vous avez envie de contribuer quelque chose sur cette question de la responsabilité d'équilibre. Arthur? Merci Anne. Bon, c'est un sujet qui est extrêmement complexe, encore une fois qui n'est pas standardisé, et les acteurs présents sur le marché n'ont pas les mêmes points de vue, ou en tout cas n'ont pas les mêmes postures ou approches. Ce qui mène effectivement à des discussions intenses d'un côté avec les acheteurs et de l'autre avec les agrégateurs et les développeurs sur quel est le modèle cible dans lequel on va s'engager. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a, vous l'avez mentionné précédemment, c'est qu'il n'y a pas eu un texte de loi ou une position, par exemple, de la CRE sur comment les choses doivent se structurer. Et donc, les acheteurs doivent faire un best guess sur ce qui va être la meilleure méthode. Vous voulez en dire plus sur les choix que vous avez faits? Pourquoi vous les avez faits? On optimise. Non, effectivement, nous, on a fait un choix déjà de structurer en tant que fournisseur, d'avoir un RE et de rattacher directement en fait, nos installations d'énergie renouvelable directement sur notre RE. Et au niveau du risque, en fait, in fine, quelque part, le RE porte son risque en tant que responsable d'équilibre, donc à lui de bien équilibrer le portefeuille. Mais ensuite, derrière, la relation avec le producteur, c'est nous qui l'entretenons. Donc à nous d'assumer ce risque-là, de faire en sorte de partager ce risque avec notre producteur, mais d'en assumer la responsabilité. Dès lors qu'on rentre dans ce schéma, il faut sortir du schéma standard avec notre fournisseur, où on est en tant qu'acheteur, on dit, bon ben voilà, fournisseur, c'est toi qui portes tous les risques. Non, là on change de vision. Il faut aussi savoir que dès lors qu'on rentre sur un CPPA, on va porter un engagement sur du long terme. Quand on porte un engagement sur du 20 ans, il faut bien comprendre que c'est l'entreprise qui s'engage, c'est bien nous. Un fournisseur, un producteur, un tiers ne va pas s'engager pour nous, ne va pas assumer ce risque-là. Et on pourra en reparler plus tard quand on parlera du financement, parce que finalement le CPPA, c'est entre un producteur et un consommateur, mais également un banquier. Et souvent celui-là, on l'oublie. On essaye de ne pas l'oublier. Mais juste pour rappeler, le responsable d'équilibre pour nous, producteurs, c'est essentiel. Sans responsable d'équilibre et sans rattachement, on ne peut pas injecter. Donc on a un obstacle, et effectivement, on a eu des discussions sur défaillance de l'acheteur qui n'en désigne pas, défaillance de celui qui l'a désigné, et comment on fait pour vivre et ne pas interrompre notre injection. On trouve un équilibre à la fin. S'il y a un défaut, on va aller se rattacher à un périmètre d'équilibre temporairement, mais on ne va pas se priver, surtout dans des jours comme aujourd'hui, à 280 € du mégawattheure, on ne voudrait pas se priver de pouvoir injecter. Donc on a trouvé derrière un équilibre économique entre l'acheteur et le producteur pour faire en sorte qu'on n'interrompe pas la production pour soit un défaut dans l'exécution de ses obligations de la part de l'acheteur, soit il n'en est pas responsable, mais il a choisi un responsable d'équilibre qui lui-même peut faire défaut pour des raisons économiques, et donc trouver un moyen de continuité sans interrompre le contrat de corporate PPA. C'est vrai que ce sont des discussions assez pratiques et assez techniques, mais la réponse, elle se trouve entre les acteurs relativement aisément. Alors, dans ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, j'aurais dû vous préciser que le schéma correspond à un corporate PPA dit avec additionnalité. Donc, on parle de 10 à 20 ans. Et on est parti sur la base d'un actif neuf, c'est-à-dire qu'en fait, l'acheteur, et c'est pour ça qu'on en reparlera, Ludovic, l'acheteur est donc celui qui va garantir les revenus de l'actif pendant toute sa vie, et c'est sur le fondement de ce contrat que la banque décidera de prêter ou pas en fonction des niveaux de prix et de la solidité de l'acheteur. Je voudrais juste rappeler qu'effectivement aujourd'hui la majorité des premiers contrats qu'on a dans le pipeline de corporate PPA, sur lequel je pense Arthur nous fera une petite présentation un peu complète de marché sur ce qui a été signé avec qui. Les premiers corporate PPA qui sont sans doute les plus simples à faire sont les corporate PPA en sortie d'obligation d'achat. Et donc là, on est sur un actif existant. Et on ne peut pas dire qu'on se hedge plus ou moins, on se hedge sur le prix, mais on se retrouve dans une situation de fourniture qui est assez identique avec un appel d'offres standard
au delta près qui n'est pas négligeable que, évidemment, le consommateur récupère la garantie d'origine sur le volume consommé. Mais voilà, je voulais juste vous préciser que ce qu'on a décidé de vous proposer aujourd'hui, c'est plutôt ce qu'on voit comme étant l'avenir du corporate PPA, c'est-à-dire avec additionnalité, parce qu'on est persuadé que ce mécanisme, s'il est correctement soutenu par l'État français, justement en termes de nettoyage juridique, permettra de financer les ambitions de la PPE. Alors c'est un contrat, comme je le disais, qui a besoin d'être pérenne, non seulement pour l'acheteur, hein, qui se hedge et qui a besoin de s'assurer que les volumes de certificats d'origine qui lui arriveront sont ceux qu'il a escomptés, mais pour le banquier et évidemment pour le producteur aussi. Donc c'est un contrat dans lequel il a été très important de fermer au maximum les conditions de résiliation anticipée, puisqu'il est important pour toutes les parties que le contrat perdure. Et donc, on a plutôt intégré des processus d'amortissement, de récupération, de remédiation dans le contrat, plutôt que de résiliation. Ce qui est important, cela dit, c'est qu'on puisse se reparler, et vous le voyez sur la slide, en cas de changement de loi et de market design. Alors, ce qu'on appelle le market design, ce n'est pas le prix. Le prix, chacun prend son risque, vous l'évaluez quand vous signez et chacun le porte jusqu'au bout. Et je pense que c'est très très important de se dire que ce sera sans doute pas exploitable d'aller utiliser une clause d'imprévision dans ce type de contrat. Par contre, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le marché de l'électricité est en pleine évolution. On a d'ailleurs au niveau de la Commission européenne un certain nombre de guidelines qui arrivent sur la poursuite en fait de l'évolution de ce marché. Et donc on sait parfaitement qu'il va y avoir des changements structurels. Et au niveau européen et au niveau français, ce qui fait qu'en fait, là, il semble tout à fait pertinent de se remettre autour de la table et de discuter entre le producteur et le consommateur de l'ajustement du contrat si l'exécution du contrat se révélait extrêmement différente à celle qu'on avait prévue au début. Je voulais juste ajouter les propos du ministre de l'économie et des finances sur la mauvaise conception du marché électrique récemment du fait de l'inflammation des prix peut porter un peu de crainte à effectivement une modification du fonctionnement du marché électrique qui finalement, quand on entend ou la Commission européenne ou d'autres acteurs, dit finalement le marché est en train de faire ce qu'il doit faire, que les prix soient élevés ou soient bas, c'est un marché et donc il fonctionne. Donc aujourd'hui, on entend Monsieur le maire qui dit il faut réformer le marché électrique parce qu'il ne fonctionne pas bien, parce que les prix sont élevés. Il n'a pas compris ce que c'était qu'un marché. Et donc c'est aussi des sujets, on ne peut pas changer régulièrement le mode de fonctionnement sous peine que tous ces contrats-là soient à la peine derrière et des difficultés à bien fonctionner. Donc une autre difficulté pour l'acheteur sur l'engagement dans un processus de corporate PPA en additionnalité, c'est que par définition, l'actif n'existe pas au moment où il s'engage. Et le risque, c'est évidemment que l'actif n'existe jamais. Puisque vous êtes tous des acteurs de l'éolien, donc vous savez que ce n'est pas un exercice facile, le développement, qu'il est sujet à recours, qu'il y a parfois une opposition fondée et souvent infondée, mais en tout cas qui s'exerce. Et donc, vous avez un producteur qui vient vous voir et qui vous dit je vais vous vendre tel volume. Mais la réalité du marché aujourd'hui, on pourra peut-être en parler, c'est qu'il y a relativement peu d'actifs disponibles aujourd'hui qui sont des actifs autorisés. Et donc, les acteurs s'engagent dans des périodes plus longues pour permettre le développement de ces actifs sans qu'on puisse avoir une visibilité pleine de la capacité en fait d'atteindre l'objectif dans les délais. Donc la question pour l'acheteur, c'est est-ce qu'il est raisonnable de m'engager à acheter l'électricité verte pour dans 3 ans sur un parc qui n'est pas encore permité, et que se passe-t-il dans le contrat si le projet qui m'a été proposé par le futur vendeur développeur ne voit pas le jour. Donc en fait, il y a vraiment une question qui est afférente à la date de début d'injection et de se dire jusqu'à quand les parties sont liées
Est-ce qu'on laisse du temps? Est-ce qu'on laisse pas de temps? Est-ce qu'on propose un actif de substitution? Est-ce qu'on propose une résiliation anticipée? Il y a vraiment une question d'incertitude qui est liée au marché et d'ailleurs qui n'est pas évidemment de la responsabilité du développeur en soi, mais qui nécessite évidemment des discussions importantes entre le vendeur et l'acheteur. J'allais dire, Ludovic, vous avez une expérience intéressante, vous avez fait les deux. Vous avez fait du qui tourne et où on a un historique de production, et puis du qui tourne pas encore, et il n'y a pas d'historique de production. Et qui à construire. En fait, l'intérêt, c'est toujours de mixer, en fait. On mixe les risques, quelque part. Le fait d'avoir à la fois des accords en sortie d'OA et des projets à construire nous permet déjà de nous apporter un premier degré de visibilité. Le deuxième point, en fait, c'est de se dire, effectivement, il peut y avoir un risque sur le projet à construire, un risque de délai. On ne sait pas ce qui peut se passer, sur les risques de permitting également, parce qu'on a des projets, on n'a pas forcément, les acteurs n'ont pas forcément les permis encore. Ils ont des plannings qui sont établis, vous pouvez avoir des aléas qu'on pouvait ne pas imaginer il y a 2 ans. Exemple, la cause de pandémie, ça devient un aléa et aujourd'hui on l'intègre de manière assez aisée dans les forces majeures, mais il y a 2 ans c'était pas du tout ce à quoi on allait penser. Et du coup il faut trouver des solutions. Ensuite des solutions, vous pouvez les trouver de 2 manières. Soit vous faites l'acheteur de base, c'est ton problème, le producteur, et dans ces cas-là, débrouille-toi et sors-moi quelque chose d'ici 2 ans. Ça marche pas. Parce que dès qu'on est dans une démarche de PPA, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on rentre dans une logique long terme. On rentre dans une logique long terme avec un acteur qui a suivi un certain nombre en fait, de process, de sélection au travers d'appels d'offres, de négociations, de validation par différentes instances, notamment chez nous en termes de gouvernance, ce qui est nécessaire. Et on rentre dans des logiques qui sont finalement des logiques de partenariat. Et dans ces logiques-là, ce qu'il faut trouver, en fait, c'est des solutions qui nous permettent d'aller au bout du projet. Donc, de trouver des mesures de substitution, que ce soit des mesures de substitution transitoires, des mesures de substitution définitives, et toujours en prenant en compte, en fait, on est vraiment dans une hypothèse, en fait, industrielle. Moi, mon sujet, c'est pas d'hedger un prix par rapport donc au marché et à la valeur de marché aujourd'hui. C'est toujours de me dire, j'ai traité, en fait, un actif de production qui doit me permettre d'avoir un niveau de prix durant 20 ans. Et c'est ça, en fait, que je vais chercher toujours à couvrir. Donc c'est les démarches que nous on a initiées chez Auchan et sur lesquelles on travaille. Donc la durée des contrats est importante. Je pense qu'on va passer relativement rapidement. Comme je l'ai dit, en fait, l'objectif a été de s'assurer que nous avions des clauses de résiliation ou de suspension du contrat les plus fermées possibles pour donner de la sécurité juridique à toutes les parties, avec une définition notamment des cas de défaut également assez limitée. Alors on ne va pas se voiler la face, il y a quand même des conditions de résiliation puisque notamment on est dans un marché financier et pas que électron-physique. Donc on a besoin de garanties de paiement, de garanties de construction. Et donc il y a un certain nombre d'obligations qui sont impératives de respecter. Sinon le contrat doit s'arrêter et doit permettre en fait aux acteurs de se trouver d'autres solutions sur le marché. Tu voulais dire quelque chose ? Non. Donc voilà. La force majeure, on en a un petit peu parlé, ça c'est les conditions du Code civil, imprévisible, irrésistible, extérieur. C'est quelque chose qui peut s'aménager et qui n'est pas d'ordre public. Donc effectivement, on a cette question sans fin, est-ce que le Covid est de la force majeure ou pas? C'est un plaisir à chaque contrat. Juste pour revenir sur la slide précédente, je pense que nous en tant que producteurs, on a des aléas normaux une fois qu'on est en fonctionnement. On est dépendant d'un gestionnaire de réseau. On est dépendant d'un actif industriel qui peut lui-même faire l'objet d'incidents, assurables ou pas assurables. On peut faire l'objet de décisions administratives qui vont avoir un impact sur notre productible, des problèmes avifaunistiques, où on va avoir des arrêtés complémentaires qui vont réduire à certaines heures notre production. Et de l'autre côté, on a un acheteur qui, lui, veut.
des kilowattheures, veut des garanties d'origine et veut un coût global de son énergie. Donc si on s'arrête, on impacte parfois peut-être positivement parce que les conditions de marché seront meilleures que celles du contrat, mais dans d'autres cas, on l'impacte négativement. Donc comment on fait pour trouver un équilibre dans la négociation? Ça, je pense que c'est des sujets où on a beaucoup travaillé ensemble. Il y a des choses à travailler, à réfléchir. C'est des extensions de garanties avec des assureurs pour couvrir, du fait d'un sinistre qui nous affecte, des conséquences économiques qui sont chez l'acheteur. On cherche des solutions dans ce sens-là. On doit trouver toutes les raisons pour faire en sorte que le contrat vive le plus longtemps possible en dépit de tous ces aléas-là. Donc c'est vraiment un sujet qui, en plus de ça, plus il se prolonge dans la durée, plus c'est complexe parce qu'on n'aura pas les solutions. On voit l'impact de parcs qui s'installent à proximité de nos parcs et qui ont un impact négatif sur le productible. Quand on vend de l'énergie, on donne à l'acheteur des prévisions de production, mais 3 ans, 5 ans plus tard, s'il y a des parcs qui sont installés à proximité, on peut perdre plusieurs pourcents. Comment il l'intègre dans sa formule de prix, comment il l'intègre dans finalement ce qu'il veut acheter, des kilowattheures et des garanties d'origine. Donc, toute cette négociation, elle est complexe, elle est détaillée. On n'en a pas tous la maîtrise, mais si on veut contracter, il faut qu'on trouve un équilibre. Alors sur les volumes et le prix, on a évidemment des éléments qui sont essentiels et qui se retrouvent dans tous les contrats. C'est qu'il y a un transfert de risque et de propriété au point de livraison de la centrale, hein, pas au point de livraison du consommateur, puisqu'entre le producteur et le consommateur, il y a le réseau, ce qui donne aussi lieu à un certain nombre de discussions intéressantes sur le partage des risques et de responsabilités en cas d'indisponibilité du réseau. Mais ce qui est sûr, c'est que donc, le transfert de propriété, ça va être au moment où la centrale éolienne, au point d'injection de la centrale éolienne. Voilà. Et effectivement, on se sert de ce point d'injection pour comptabiliser en fait les kilowattheures qui sont produits, donc les garanties d'origine délivrées, en fonction du compteur Enedis ou RTE, suivant le niveau de raccordement. En pratique, ce qu'on peut constater sur le marché, c'est que évidemment, les garanties d'origine sont toujours cédées avec le kilowattheure. C'est l'intérêt en fait du corporate PPA. Je rappelle que si vous souscrivez un corporate PPA en achetant le kilowattheure sans la garantie d'origine, vous ne pouvez pas justifier le fait que vous consommez de l'énergie verte. Voilà, donc ça c'est extrêmement important de vous assurer que vous avez ce qu'on appelle les attributs environnementaux qui sont attachés à votre kilowattheure. Concernant les certificats de capacité, on a plusieurs écoles sur le sujet. Elles sont avec ou elles sont sans. Aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu majeur, je crois, à moins que vous ayez une autre vision. Pas sur le renouvelable, pas forcément en fait, parce que de toute façon, elles seront extrêmement limitées par rapport à l'obligation globale. Donc dans les engagements, le producteur s'engage à injecter toute sa production. La question, c'est est-ce que l'acheteur s'engage à acheter toute la production ? Et en fait, il y a deux grandes écoles. Il y a ce qui s'appelle le pay as produced, c'est-à-dire qu'en fait, l'acheteur va acheter 100% de la production d'énergie renouvelable, quelle qu'elle soit. Ou alors l'acheteur peut décider qu'il achète un bandeau. Donc en fait, il veut un volume plutôt qu'une disponibilité. Okay. Aujourd'hui, la majorité des contrats qu'on voit sont des contrats pay as produced. Je pense qu'il fait du sens. Parce que le bandeau nécessite un énorme foisonnement et a forcément des coûts, puisqu'il faut forcément se surcouvrir quand on est le fournisseur pour pouvoir s'assurer qu'on va délivrer la quantité minimum engagée. Et puis il faut aussi avoir des mécanismes de revente, puisque comme on est surcouvert, il va falloir pouvoir aussi se décharger en fait de la quote-part sursouscrite et qui ne va pas être consommée par l'acteur. Donc c'est sans doute pour le moment quelque chose qui se fait, mais qui va vous coûter beaucoup plus cher que d'acheter du pay as produced. J'allais dire le pourcentage d'énergie achetée auprès d'un producteur, plus il est faible, plus il est facile à intégrer. Quand on va atteindre des volumes significatifs,
là, on pèse quelques pourcents, j'imagine, de votre consommation. Mais plus on va augmenter, plus ça sera complexe. Et effectivement, comment vous l'intégrez, comment vous déversez le surplus? En fait, le sujet, en fait, il faut bien connaître en fait, sa consommation. Vous avez tous à disposition vos courbes de charge et vous devez complètement les maîtriser, savoir exactement ce que vous allez consommer chaque jour de l'année et à chaque heure de l'année. Et en fonction en fait, des projets que vous allez avoir, de vérifier en fait, l'adéquation de ces projets avec vos courbes de charge. Nous, notre objectif, ça a été toujours en fait, de venir quelque part venir sécuriser un maximum en, fait, en énergie renouvelable. On a un objectif, on ne l'oublie pas, hein, c'est 100% horizon 2030. On aura différents moyens, mais le CPPA en fait, ne va pas pouvoir tout couvrir. Il va pouvoir en couvrir qu'une seule partie, parce qu'on aura une limite qui sera une limite physique d'injection avec notre courbe de charge. Parce qu'ensuite, derrière, on ne veut pas devenir des traders. On est là pour venir approvisionner en électricité nos hypermarchés, supermarchés, et en aucun cas venir faire du trading d'électricité là-dessus. Donc c'est pour ça qu'il est aussi intéressant de travailler en fait sur différentes technologies. Nous, notre idée, ça a été de travailler différentes technologies. On est venu mixer en fait du PV avec de l'éolienne, parce que c'est deux énergies en fait qui se complètent très bien et qui peuvent nous aider à former des bandeaux, justement. Et c'est des bandeaux qu'on arrive à former à des coûts bien plus faibles que ceux que pourront vous proposer vos fournisseurs. Alors mes fournisseurs, j'espère qu'ils ne sont pas là, parce que ça ne va pas être des amis hein, après. Mais c'est comme ça qu'on peut les travailler. Et après, il y a aussi le stockage. Hein. Les GAFAM aujourd'hui se dotent d'outils de stockage parce que c'est aussi de la redondance, mais c'est aussi de pouvoir gérer du côté consommateur les fluctuations de prix et de bénéficier des moments où les prix finalement de l'énergie sont les plus faibles et de venir, on va dire, écrêter ces fluctuations à la hausse et à la baisse des bandeaux de production et des bandeaux de consommation et de venir équilibrer et lisser au maximum. Alors, dans le monde de la grande distribution, vous avez un grand avantage, c'est que vous réfrigérez tout le temps, en continu. Ce qui n'est pas le cas d'un bureau, d'un autre type de consommateur. Donc chaque consommateur a une courbe de charge et va aller travailler à l'intérieur de sa courbe de charge comment acquérir au mieux de l'énergie. Donc la réalité du marché aujourd'hui, c'est qu'on n'achète pas un bandeau, sauf peut-être auprès d'un agrégateur, et que dans le schéma du corporate PPA sur lequel on a travaillé à France Énergie Éolienne, on achète pay as produced et le contrat il est monté comme ça. Ça veut dire qu'en fait le producteur s'engage envers l'acheteur à une disponibilité de son actif, mais en aucun cas à un volume de production. Et le sujet de la disponibilité n'est pas un sujet simple. On en a beaucoup débattu ensemble, jusqu'où ça s'arrête, de quoi on est responsable, de quoi on n'est pas responsable, et est-ce qu'on est un opérateur, un producteur professionnel, au meilleur standard du marché, mais c'est pas nécessairement des forces majeures, mais des cas où on doit être excusé. Donc effectivement, c'est produire tout le volume qu'on peut produire quand il y a de l'énergie. Ah non, la slide d'avant, là. Je ne vais pas revenir là sur l'indisponibilité, puisque Dominique en a très bien parlé. Non. Slide d'après, voilà. La seule chose que je voudrais vous partager, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'assureurs aujourd'hui qui vous proposent des produits complémentaires sur la dispo. Je ne sais pas quelle est votre vision, messieurs, mais il me semble que ça peut mériter d'être regardé. C'est expérimental. Enfin, en tout cas, notre expérience à nous, c'est que c'est expérimental. C'est marginal, mais il faut les amener à venir autour de la table avec les acheteurs et les vendeurs pour couvrir des événements où finalement il y a une conséquence économique du côté de l'acheteur. Alors sur la partie prix, dans la slide suivante, il est évident que France Énergie Éolienne, en sa qualité d'association représentant les intérêts de l'industrie, n'a fait aucune recommandation, surtout pas de prix, mais non plus pas de formule de prix, puisque le marché doit être libre et qu'il est hors de question qu'il y ait un risque de qualification d'entente dans les discussions que nous avons eues. Donc le prix et les calculs de prix sont restés complètement exclus des discussions des groupes de travail. Après, je ne sais pas si d'un point de vue marché, messieurs, vous avez envie de partager. Peut-être Arthur, tu as une expérience intéressante. Et voilà, les positions moi je de tes ne fais acheteurs. pas partie de la FE, je peux
Tu peux neutraliser la source de tes Voilà, informations. exactement. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, le marché des PPA, il est globalement moins mature en France que dans tout un tas d'autres pays. Et quand on regarde ce qui se passe dans les autres pays, on voit qu'il y a un niveau de raffinement, notamment donc sur des clauses contractuelles et sur les prix, qui est beaucoup plus avancé. Et dans d'autres pays, on va retrouver beaucoup plus ces sujets de cap and floor, par exemple, d'indexation du prix sur le marché ou d'avoir un discount qui est fixe sur les prix de marché, ce qui permet de partager un peu mieux les risques, de continuer à avoir un edge compétitif sur le prix, etc. Aujourd'hui, ce qu'on voit quand même en France, c'est des systèmes très simples, avec plutôt des prix qui sont totalement fixes sur la durée de l'engagement. Et éventuellement, on peut avoir des options de reconduction du corporate PPA. Donc, au-delà de 15 ans, par exemple, on peut avoir des options 3 ans supplémentaires, 3 ans supplémentaires. Et on peut, dès le début, s'entendre sur quel serait le prix à ce moment-là. Ce qui permettra en fait à l'acheteur de faire un arbitrage au moment de la fin de cette tranche ferme. Enfin, là-dessus, tout est possible. Maintenant, sur les formules de prix, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est surtout que le marché français, finalement, il offre une très 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 faible profondeur de marché, une liquidité qui est également très faible sur les marchés. Donc, dès lors qu'on rentre en fait sur un PPA, c'est vraiment pour s'exonérer en fait de ces contraintes du marché français. Donc, rentrer dans des schémas de formules de prix, d'indexation, quel sera le prix dans 15 ans, c'est pas forcément en fait quelque chose que nous on va venir retrouver, parce que quoi qu'il arrive dans 15 ans et au vu de nos consommations, on restera toujours exposé au prix. Maintenant, notre objectif, ça sera toujours je l'ai déjà dit, c'est je rentre dans un PPA parce que je veux rentrer quelque part dans un schéma industriel et je veux venir garantir sur du long terme en fait un certain niveau de prix. Pourquoi ? Parce qu'on a basé toute notre analyse et toute notre décision sur l'analyse que l'on fait de l'évolution à terme du marché de l'énergie. Là, on est en train d'en rediscuter à nouveau. La stratégie nationale bas carbone et la politique pluriannuelle de l'énergie, on est en train de la remettre sur la table. Nous, on avait basé ça en fait sur notre réflexion de 2018, datée des derniers éléments. Bon, ça, c'est quelque chose que nous, on va suivre avec attention, parce que c'est quelque chose qui va venir aussi déterminer quelle est votre vision long terme et par rapport à ça, de prendre la meilleure décision. Évidemment, la formule de prix intéresse beaucoup nos amis les prêteurs. Une clause essentielle et son évolution et sa remise en cause éventuelle en cours de route. C'est ce sur quoi il va appuyer le cash flow qui va lui permettre de servir sa dette. C'est une danse à trois. Et là-dessus, quand on commence à rentrer dans ces sujets-là, déjà, on a des sujets au niveau du contrat qui sont extrêmement complexes à négocier. Si on rajoute en plus donc, des swaps, des tunnels, tout ce que l'on veut, alors c'est pas 1 an qu'il nous faut pour faire un contrat, mais c'est au moins 3 ou 4. Mais je crois que c'est important de rappeler que, effectivement, quand vous vous engagez dans un processus de négociation corporate avec additionnalité, l'actif donc n'existe pas. L'actif va être financé par un emprunt bancaire. Et donc, la négociation que le producteur a avec l'acheteur dans le cadre du corporate PPA a beau être une négociation bilatérale, il y a un éléphant au milieu de la pièce qui s'appelle le prêteur et qui va vous imposer un certain nombre de choses. Et donc, c'est pas parce que vous êtes d'accord entre vous que le contrat va être bancable. Donc, je pense qu'il est extrêmement important aussi d'entrée de jeu de prendre en compte les contraintes de financement, parce qu'autrement, vous allez rallonger vos négociations, parce que vous avez été obligé de vous réunir, parce qu'en fait, la dette ne peut pas être levée et l'actif ne peut pas être construit. Dans ce même type d'idée, le prêteur, il est évidemment intéressé à connaître la solvabilité de son emprunteur. Alors, son emprunteur, il n'est pas solvable, parce qu'en fait, c'est une société de projet qui n'a que des dettes et qui aura peut-être un actif de faire production. Et en fait, le seul actif réel de cette société de projet, c'est le contrat de son acheteur. Donc, la question pour l'emprunteur, c'est de se dire, mais notamment pour la partie fonds propres et pour la partie des garanties que le producteur doit apporter à l'acheteur, comment mon emprunteur est-il couvert? Donc, en fait, ça appelle des discussions sur les garanties maison-mère, auquel aussi le marché, d'un point de vue producteur, n'est pas forcément habitué. Aujourd'hui,
les producteurs d'énergie renouvelable et d'éolien en France, nous avons été habitués à bénéficier de l'obligation d'achat et donc à ne pas avoir de garantie financière apportée par la société de projet et pas de garantie financière apportée par la maison mère de cette société de projet. Il est clair qu'aujourd'hui, dans la négociation d'un corporate PPA, c'est un élément impératif. Donc pour les producteurs qui souhaitent aujourd'hui rentrer sur le marché du corporate PPA et mettre en vente des volumes d'actifs nouveaux, il est important que vous ayez en amont conduit cette réflexion, de vous dire qu'est-ce que mon bilan me permet de faire et moi, en tant qu'entrepreneur, quelle partie de mon bilan j'ai envie ou j'ai pas envie en fait de mettre à risque dans cette opération. Ça veut aussi dire qu'évidemment sur le changement de contrôle, on va avoir un droit de regard, alors que d'habitude on n'est pas très intéressé de savoir qui va contrôler la société de projet, parce qu'avec EDF obligation d'achat, on veut juste injecter des kilowattheures dans le réseau. Ici, on voit bien qu'il peut y avoir des enjeux. Je ne suis pas sûre qu'Auchan ait envie de se retrouver avec comme approvisionnement une filiale de Casino, comme il y en a qui font de la production d'électricité. Par exemple, peut-être que si, en fait. Si, je crois que Ludovic est d'accord. Et donc voilà, donc en fait, on se retrouve avec aussi une modification importante du point de vue producteur, de la manière dont on vend l'électricité, parce que vous aussi, vous devenez partie prenante du financement avec votre client et vous êtes dans une situation où le travail a besoin d'être fait en amont, parce que les énergies renouvelables en France et dans l'éolien en particulier, dans le cadre de l'obligation d'achat, n'ont jamais été développées sur ces schémas-là. Donc il y a aussi un travail du côté producteur à réaliser. Après, il y a évidemment des questions de retard, de risque de construction, on en a passé. Je voulais juste rebondir. C'est un travail à l'instant T où on signe, mais c'est aussi dans la durée du contrat. Donc se projeter sur le risque crédit d'Auchan à 20 ans ou à 15 ans, c'est une chose. Nous, c'est de l'autre côté, du côté du prêteur, c'est lui donner le confort suffisant qu'on a soit par des voies contractuelles, soit par des rehaussements de crédit, soit le confort qu'on va faire fonctionner son actif, qu'on va générer l'énergie, qu'on va l'encaisser et qu'on va payer sa dette dans la durée. La durée étant, ça relève de la boule de cristal, ou alors il faut vraiment avoir des bilans extrêmement solides que les SPV n'ont pas habituellement. Il y a zéro capital ou quasiment. Et donc c'est un vrai sujet. Et comme dit Anne, ça se prépare en amont. Et il faut savoir que les actionnaires doivent avoir ça en tête pour pouvoir mettre en œuvre ce type de contrat. Et c'est vrai de votre côté de la même façon. Alors, dans les sujets importants sur lesquels il faut réfléchir, et notamment partie de la structuration, peut-être la slide d'après, c'est en partie le risque fiscal. Alors là, il y a une question d'intégration, en fait, de l'actif dans le bilan de l'acheteur. Je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui veut prendre ce volet. Vous avez regardé ce sujet, j'imagine, on en avait pas mal parlé. C'est un vrai sujet sur l'IFR 16. Vous n'aimez pas la dette. Quelle entreprise aime la dette? En fait, dans le retail, nous on aime beaucoup. Oui, certes, mais dans le retail, en fait, ça fait partie des critères justement sur lesquels on est assez vigilant et il faut savoir que ne serait-ce que de pouvoir contracter sur long terme, en fait, on a un risque de requalification, donc il faut bien structurer le contrat de sorte à faire en sorte que nos commissaires aux comptes valident bien le contrat et surtout classe bien qu'il ne sera pas réintégré au titre de l'IFR 16. Aujourd'hui, l'IFR 16 est une obligation comptable que l'on a, puisqu'on va aller chercher des ressources financières à l'extérieur. On a des appels au niveau du marché, au niveau de la holding, et ça fait partie des points à risque que l'on avait. Et donc ça, c'est notre conseil, qui d'ailleurs doit être dans la salle, qui avait justement travaillé sur cet aspect-là pour justement éviter en fait le reclassement du contrat en IFRS 16. Pour les gens qui ne font pas du tout de fiscalité, ce qui était mon cas avant d'avoir le plaisir de discuter avec ces messieurs, en gros, le sujet, c'est que comme l'actif, il est financé au moins à 80% par de la dette, le fisc considère que comme cet actif est dédié... C'est pas le fisc, hein.
C'est vraiment les... Enfin, c'est les normes, pardon. C'est les CAC. Les normes fiscales internationales considèrent que l'actif est en fait un actif d'Auchan dans l'analyse, puisque cet actif, il n'existe et il ne produit que pour Auchan. Donc la question, c'est comment on s'assure qu'effectivement cette dette, elle n'est pas intégrée. Et donc il y a un certain nombre de règles, notamment sur la question du contrôle de l'actif, sur le contrôle de la production. Il faut qu'à aucun moment le client ne soit considéré comme ayant le contrôle sur la production. Donc tous les gens qui ont envie d'acheter aujourd'hui de l'énergie verte au titre d'un corporate PPA, il faut bien garder ça en tête et il faut minorer votre envie de contrôler tout le temps votre fournisseur vert, parce qu'à chaque fois que vous le faites, vous portez un risque fiscal d'intégration de sa dette dans votre bilan. Peut-être pour rassurer un petit peu sur ce sujet-là, je le redis, on est peut-être un petit peu en retard sur d'autres pays, notamment des pays européens, et donc il y a des pays européens qui ont déjà bien géré ce sujet-là. On peut notamment s'inspirer du UK, en tout cas dans ce domaine. Et ce qui est important, vous l'avez mentionné plusieurs fois, c'est finalement le juge de paix, c'est les CAC. Une fois que les CAC sont d'accord sur comment est-ce qu'on va traiter comptablement un contrat de type PPA, tout le monde est soulagé. Et ça fait maintenant quand même 2 ans que les CAC ont vu de plus en plus de contrats de PPA passer. Et ils sont à peu près OK maintenant sur comment faire pour que ces contrats de PPA ne soient pas, comptablement parlant, préjudiciables. Alors il y a IFRS 16, mais il y a d'autres IFRS dans lesquels on n'a pas envie de tomber. Notamment de considérer que ce contrat est un pur produit financier, un hedge financier. Donc aujourd'hui, honnêtement, c'était vraiment un sujet il y a 1 an et demi, 2 ans. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde est aligné et si on met les bonnes clauses dans les contrats, si on fait bien les choses, il n'y a pas de risque derrière de consolidation de la dette. C'est tout à fait juste. Donc c'est pour ça qu'il est important dans les contrats de réfréner votre envie de contrôle dans la manière dont c'est rédigé. Le régime TVA, il a été clarifié par Bercy. Par Bercy et par la loi. Et par la loi fiscale. Donc aujourd'hui, c'est des sujets dont on a évacué l'incertitude. Arthur, on passe peut-être la parole si tu veux parler globalement de l'état du marché, ce que vous avez vu se passer. Oui, volontiers. Alors, vous avez là une petite slide qui présente à peu près tous les corporate PPA en fait, qui ont été signés en France. Alors, vous pouvez prendre des photos, mais sinon, vous pouvez juste télécharger le baromètre de Capgemini sur le sujet. Vous aurez toutes les informations. Globalement, il y a, on l'a dit, 2 types de corporate PPA, des actifs qui sortent d'obligations d'achat et des corporate PPA additionnels. C'est assez facile parce qu'aujourd'hui, ils se séparent les technologies. Les corporate PPA avec sortie d'obligations d'achat, c'est massivement, quasiment exclusivement des parcs éoliens, puisque ils sont sortis plutôt de terre. Et puis les corporate PPA additionnels, c'est quasiment exclusivement du solaire, puisqu'aujourd'hui le LCOE, et donc finalement le prix du PPA, est significativement plus bas. Les informations que vous voyez ici, on a essayé de bien remettre à chaque fois les acheteurs et les développeurs, les volumes et les durées. Parfois, les informations ne sont pas publiques, donc on a pu faire des petites extrapolations. Et puis, on a également mis le pourcentage qui était couvert, le pourcentage de la consommation couvert. Et vous voyez qu'en général, en fait, on est sur des chiffres qui sont plutôt faibles, parce que, comme ça a été dit avant, le sujet, c'est pas d'aller couvrir 100% de vos besoins en électricité avec un corporate PPA. Ça va être un millefeuille, alors certainement pas 1000, mais quelques feuilles successives. Il va y avoir du baseload, de l'éolien agrégé, du solaire, d'autres choses, et de la dentelle probablement gérée avec des garanties d'origine qui vont permettre, in fine, de tout remplir avec peut-être effectivement des objectifs ambitieux de faire ça à 2030 ou avant. Voilà, et donc, merci, parfait. On voit une augmentation significative des volumes sur les 3 dernières années. Là, ce sont pas les volumes cumulés, c'est vraiment les volumes qui sont signés chaque année. En 2019 et en 2020, c'était principalement avec des actifs greenfield, donc des additionnels. En 2021, il y a eu un petit peu plus de sorties d'OA, notamment parce qu'il y a eu 200 gigawattheures qui ont été soulignés par Bouygues Telecom,
en début d'année. Et puis, tout simplement, d'ailleurs, cette dynamique va continuer puisqu'il y a de plus en plus d'actifs qui sortent d'obligations d'achat, des gigawatts et des gigawatts qui vont être du coup disponibles sur le marché des PPA. Dernier point, ici, on n'a mis que ce qui était public, évidemment. Il y a tout un tas de corporate PPA qui sont confidentiels, privés, où les off-takers, les acheteurs ne souhaitent pas communiquer dessus. Donc là, évidemment, vous n'avez que des informations publiques. Quelques points d'éclairage un peu sur le futur et des questions. Est-ce que, Anne, tu veux en descendre quelques-unes? Les dernières étant en fabrication, on va dire. Les 5 dernières. Oui, alors sur le premier, en fait, comme je vous l'ai indiqué au début, on a fait ce proforma de contrat avec les acteurs qu'on avait et les informations de marché qu'on avait. Et puis ensuite, on a regardé comment ça a évolué. La première problématique qu'on a rencontrée sur le marché, c'est que le principe qu'on avait pris à l'origine pour travailler, c'était de se dire qu'il n'était pas acceptable pour l'acheteur de prendre un risque de développement. Ça, c'était pas son métier. Et que donc, on partait sur des corporate PPA avec des actifs autorisés. En fait, ce qu'on avait sous-estimé, c'est la profondeur du marché. Il n'y a pas assez d'actifs aujourd'hui disponibles pour faire face à la demande. Et c'est une situation qui va considérablement s'aggraver dans les années à venir, parce que quand on regarde les engagements de réduction carbone que prennent, je dirais, tous les acteurs de marché au sens large, on voit bien, et la proportion d'énergie verte ambitionnée dans leur portefeuille de consommation, on voit bien qu'il y a une impossibilité du marché permitté de servir ce volume. Donc le contrat Proforma est parti de cette base. En pratique, on ne peut que constater que dans un certain nombre d'appels d'offres, on a des réponses de candidats sur des projets qui ne sont pas du tout prêts et qui sont estimés devoir être finalisés en termes de déploiement à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et donc, du coup, on se retrouve dans un risque de non-réalisation qui sont liés non seulement en fait, à la qualité du développement, à la problématique d'obtention des autorisations, mais aussi au recours judiciaire contre ces autorisations. Et donc, en fait, il y a toute une réflexion à conduire de se dire, pour le vendeur comme pour l'acheteur, quel est le moment auquel il faut que je m'engage contractuellement, d'un côté à livrer un produit, de l'autre côté à l'acheter, sachant que dans les faits, il y a cette incertitude marché. Pour l'acheteur, ce n'est pas du tout confortable. En même temps, je suis convaincue personnellement que cette carence va se poursuivre et que les acheteurs qui ne souhaitent pas s'engager aujourd'hui sur des projets non autorisés risquent de se retrouver avec aucun projet dans leur portefeuille dans 3, 4, 5 ans parce que les ambitions de la PPE et les engagements de l'accord de Paris vont, me semble-t-il, driver de manière très très forte la demande de corporate PPA dans les années à venir. Le point suivant qui concerne en fait aujourd'hui une position un peu, j'allais dire, dogmatique de la puissance publique, qui est qu'on ne peut pas combiner un corporate PPA avec un mécanisme de soutien. Le corporate PPA n'étant pas considéré par l'État français comme étant un contrat de marché. Or, on est tous les deux convaincus que c'en est un, et on essaye de porter l'idée d'avoir un mécanisme de soutien, mais au lieu d'être un mécanisme ex post, c'est-à-dire avec notre mécanisme de fluctuation, le complément de rémunération vient compenser le gap entre le prix du marché et le prix global qui nous est promis. L'idée est de dire, voilà, je me mets d'accord avec Auchan, je contracte à 50 et j'ai besoin de 10 et je vais, dans une fenêtre d'appel d'offres, faire une demande d'une aide, d'un complément de rémunération qui sera fixe, ex ante, garanti, et pour l'État c'est vertueux parce qu'il ne souffrira pas des variations des prix. Finalement, l'acheteur prendra cette responsabilité-là. On a eu peut-être, on n'a pas aujourd'hui de chemin ouvert
pour le faire, et c'est un des sujets que la FE souhaite porter, au moins à titre expérimental, pour démontrer que c'est aussi un moyen de réduire la charge pour la puissance publique, pour le consommateur, mais aussi, finalement, il y a des acheteurs qui sont prêts à prendre ce risque-là en lieu et place de l'État. Donc c'est un sujet en devenir. Et peut-être on aborde rapidement les 5 derniers points, mais qui troublent un petit peu des discussions qui ont lieu à l'heure actuelle, avec des lectures qui ne sont pas communes sur un certain nombre de sujets, avec tous les acteurs de marché. Et on a besoin d'une clarification de la part du législateur sur ces sujets, notamment avec la DGEC et la CRE. Si tu veux en dire un mot, Anne. Oui, avec plaisir. Alors en fait, c'est vrai que c'est sans doute l'avenir pour le développement du renouvelable en France, d'avoir en fait les entreprises privées qui contribuent au développement des énergies renouvelables en France. Mais effectivement, comme c'est un nouveau schéma, il y a peut-être besoin d'aides complémentaires et de clarification. Alors sur les aides complémentaires, il y a une discussion à l'heure actuelle de création d'un fonds de garantie par la DGEC pour les grands consommateurs d'électricité. Pourquoi pas? Il me semblerait que c'est plutôt les petits qui n'ont pas un gros bilan qui devraient être aidés. Donc il me semblerait que l'idée d'un fonds est plutôt bonne, mais il me semble qu'elle devrait bénéficier à tous les acheteurs. Pourquoi? Parce que le prêteur, il va se dire, mais ok, j'ai un contrat d'achat d'électricité 20 ans, alors quand c'est la Poste, SNCF, RATP ou ADP, d'abord, ce sont des gens qui ont un statut public qui font que leur risque d'un point de vue credit rating est celui de l'État, ou presque. Hein. Et c'est des gens qui, au regard de des missions de service public qu'ils assument, ont quand même toutes les chances d'être là dans 20 ans. Je le souhaite à Auchan également, bien entendu. Je pense que jusqu'à 60 ans, même, ils seront là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une accélération de la transition énergétique. C'est quelque chose de compliqué en termes de stratégie. Tout le monde doit bouger. Il y a une question de tempo. Si on bouge trop tôt, ça coûte trop cher et on meurt. Si on bouge trop tard, on meurt. Donc il y aura des gagnants, des perdants. Mais à la fin, la question, c'est est-ce que mon off-taker, est-ce que mon acheteur sur 20 ans, il sera là dans 20 ans? Est-ce que si j'achète, alors je dis un nom, mais si je suis ArcelorMittal et que je prends un contrat 20 ans, est-ce que le site du Creusot, je dis n'importe quoi, sera toujours ouvert dans 20 ans? On voit bien qu'il y a un certain nombre de questionnements qui sont liés à la pérennité des sites et à la pérennité d'un certain type d'activité ou de la méthodologie d'un certain type de process qui vont être modifiés de par la transition énergétique, d'où l'idée de se dire est-ce que j'ai besoin d'un fonds? Donc à mon grand regret, pour le moment, il semblerait que ce soit les grands consommateurs d'électricité qui bénéficient de ce fonds. Voilà, c'est quelque chose qui m'interpelle dans la mesure où ils ont tous le même profil de risque déjà, c'est-à-dire qu'ils ont une énorme partie de leurs coûts qui sont afférents à l'électricité et puis ils sont quand même en dehors de ça, malgré la concurrence internationale, des gens qui ont un énorme bilan. Alors on a un certain nombre de besoins de clarification juridique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais alors il y a des gens qui pensent que quand on est producteur d'énergie verte et qu'on vend à un acteur, on devient fournisseur. Il y a des différences juridiques entre la définition de fournisseur au niveau de la Commission européenne, en France. Ça induit des obligations, notamment réglementaires et en particulier financières différentes. Personnellement, je ne le crois pas, mais je pense que ça ferait pas de mal de clarifier tout ça. Il y a aussi, par exemple, des contrats EDF anciens, dits contrats uniques, qui ne permettent pas d'avoir de fourniture par un tiers, et quand on est en contrat unique, comme son nom l'indique, le fournisseur il est unique, donc du coup vous ne pouvez pas vous rajouter une consommation verte. C'est un résidu de la situation monopolistique antérieure, hein, mais voilà, je pense qu'il y a un certain nombre de petits nettoyages à faire. Sur le fond, il y a des interrogations juridiques, mais je crois qu'on est quand même tous très confortables pour dire que ça fonctionne, que ça a été regardé par un certain nombre d'acteurs, et que malgré les questions légitimes qui se posent, ça fonctionne et le risque est assumé de toutes les parts. Nonobstant, France Énergie Éolienne aujourd'hui est dans une démarche de clarification vis-à-vis de la DGEC parce qu'il est important qu'il y ait un nettoyage complet, notamment pour protéger probablement la deuxième vague d'acheteurs qui sera sans doute beaucoup moins outillée, qui n'aura pas une direction achat électricité
et qui aura besoin en fait d'être beaucoup plus accompagné et dans une standardisation beaucoup plus importante, parce qu'il est quand même important de rappeler que quand on achète de l'énergie à un fournisseur, même en faisant un appel d'offres, on n'a pas besoin du même niveau de connaissance que quand on se positionne en acheteur corporate PPA, où quelque part on devient un acteur du marché de l'électricité. Et ça demande non seulement une montée en compétences, mais aussi une équipe dédiée, structurée pour le suivi et l'exécution. Voilà, donc à terme, moi ce que j'espère, c'est qu'on aura un contrat standard classique où il y aura une affectation des risques et une contre-garantie par l'État qui ne sera pas financière. C'est à discuter avec la profession, mais il me semble que ce serait vertueux qu'on arrive à un marché extrêmement liquide et extrêmement fluide et une accélération en fait de la mise en place de ces contrats. Encore une fois, aujourd'hui, je crois qu'il est légitime de dire que la négociation d'un contrat corporate PPA, ça prend 1 an. Et tout ça se place quand même dans un contexte plus global, celui du régime de l'Arenh, qui est un peu un benchmark quand même pour les acheteurs aujourd'hui et qui est lié au statut d'EDF et du statut de Hercule, d'une réforme profonde du système français où il y a énormément d'incertitudes. La fin de l'Arenh est connue, on est en 2025, donc il nous reste 3 ans. Le volume, le mécanisme est connu. La question, c'est qu'est-ce qui se passe après? Quand on contracte à 20 ans, on va overlapper ce terme-là. Donc cet environnement-là n'est pas sécurisant, mais effectivement, c'est un élément très important. La même chose, tu parlais des électro-intensifs, les mécanismes de dégrèvement qui bénéficient aujourd'hui aux électro-intensifs viennent à leur fin. D'où l'intérêt du fonds de garantie qui est en grande partie piloté par l'Uniden avec une vision « j'ai besoin de sécuriser de l'énergie à long terme à un prix connu ». Et ce qui nous rend tous très fiers à la FE, c'est qu'ils se tournent vers les énergies renouvelables pour trouver de l'énergie bon marché. Ils ne sont pas allés vers le nucléaire. Donc il y a un vrai sujet, c'est intéressant, de changement de position, puisque tout ça est piloté par le ministère des Finances, avec, finalement, ils ont bien identifié que le renouvelable, on peut contracter un prix à long terme sans avoir à subir de fluctuations. Donc ça, c'est vraiment un point, un changement significatif dans la perception qu'en a l'État. On vient au terme un peu de notre présentation. On avait quelques questions et moi, ce qui m'intéressait beaucoup chez vous, c'est la démarche de gouvernance. Qu'est-ce que vous avez dû faire chez Petrovex quand ça existait? Parce que vous vous appeliez, je dois le révéler, je suis désolé, Ludovic, c'était pas sexy. Vous vous appelez Auchan Énergie aujourd'hui. Private Joke avec Dominique là en fait. Oui, je trouvais ça on s'est rencontrés il y a 2 ans. Je venais rencontrer France Éolienne Énergie. J'avais besoin en fait de poser un certain nombre de questions. J'avais besoin de rencontrer des acteurs du renouvelable. Et à l'époque, en fait, ma société s'appelait Petrovex. Première réflexion de Dominique quand je rentre dans la pièce, Petrovex. Ça fait pas un peu trop pétrole, ça? Bon, ok. Mais vous avez bien migré. Vous avez fait comme Total. Vous vous appelez Total Énergie au pluriel. Non, c'est Total Énergie qui a fait comme nous. Qui vous a copié. Donc oui, je suis intéressé parce que c'est vraiment un processus et je pense que Arthur, de la même façon avec vos clients, il y a de l'éducation, mais il y a une décision importante. Ouais. En fait, comment vous y êtes arrivé? C'est un sujet qui est aussi très long. Il faut bien comprendre qu'il faut toujours passer par des électrochocs. Le premier électrochoc, pour bien faire agir une gouvernance dans une entreprise, c'est toujours l'électrochoc financier. Se dire en fait qu'ils prennent conscience que le prix de l'énergie, il n'est pas à 26 € du mégawattheure. En 2016, il était à 26 € du mégawattheure. Quand on est revenu à 40, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de se dire, est-ce que votre entreprise, elle est capable de se projeter? Nous, notre entreprise nous a dit oui, on est capable de se projeter, mais par contre, il faut nous présenter un projet. Et il va falloir présenter un projet et aller le défendre sur chacune des strates au niveau de l'entreprise. On est passé par un comité RSE, on est passé par un comité financier, on est passé en direction générale, on est passé en conseil d'administration, on est passé au niveau du groupe. Il a fallu vraiment en fait qu'on franchisse chacune des étapes et à chacune des étapes que l'on soit validé.
Et même après avoir été validé, on avait toujours en permanence des remises en question sur notre projet parce qu'à chaque fois, ne serait-ce que lors de la négociation contractuelle, il y avait toujours des points que l'on venait en fait soulever, notamment quand on parlait du risque crédit. Quels sont les indicateurs crédit sur lesquels une banque peut s'appuyer sur 20 ans pour une entreprise du retail? Pas facile. Voilà, donc ça c'est extrêmement compliqué. Et donc à chaque fois, il a fallu revenir en fait à la charge sur chacun de ces comités pour bien faire valider en fait chacun de ces principes. Donc c'est vraiment une démarche de longue haleine. Nous, on a débuté le projet, c'était en novembre 2018, pour lancer notre appel d'offres en septembre 2019. Et entre-temps, il avait fallu qu'on passe toutes ces étapes de validation en interne. Donc c'est un sujet qui est très long. Ensuite, une fois qu'on a lancé notre appel d'offres, le temps de shortlister, sélectionner, donc c'est passé 4 mois. Et ensuite, c'est plus d'1 an de contractualisation. Parce que là aussi, à chaque fois, chaque instance de gouvernance doit valider le contrat et on doit s'assurer toujours d'être dans le cadre de l'entreprise. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel il faut s'assurer d'avoir l'implication de tous les dirigeants de l'entreprise parce que sinon c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Arthur, vous confirmez que c'est un process long, lourd En fait, peut-être d'un point de vue, c'est un peu provocateur, mais le sujet d'un corporate PPA pour un acheteur, pour une entreprise, c'est pas un sujet d'achat d'énergie. C'est un projet d'entreprise. Ça fait partie d'un projet d'entreprise. Donc, quand on lance ce genre de démarche, de green sourcing, d'achat d'énergie verte, c'est pas les acheteurs d'énergie qui sont le seul interlocuteur, la seule personne qui va décider. Il faut que dès le début, on ait la direction juridique, la direction financière, la direction RSE, la direction technique et les achats, les opérations qui soient impliquées jusqu'au plus haut niveau. Si ça, c'est pas fait, si on n'a pas récolté les impératifs de chacun, il y a un moment où ça va péter dans le processus. Il y a un moment où la direction RSE va dire « Ah bah attendez, vous avez choisi un projet qui va devoir défricher 70 hectares en Gironde. Ben, moi, ça ne me va pas du tout. » La direction financière va dire « Attendez, vous avez pris un projet de 15 ans alors que nous, dans nos règles, c'est 12 ans maximum. Ça ne va pas du tout. » Donc, c'est hyper important de bien se rappeler que tout le monde doit être au départ formé. On leur doit expliquer ce que c'est un corporate PPA, quels sont les avantages et les inconvénients qui sont liés à ça, que chaque entité puisse bien transmettre ses impératifs catégoriques pour être certain que quand on va faire le corporate PPA, quand on va le designer, quand on va faire un appel d'offres sur le marché, eh bien derrière, ça sera beaucoup plus simple pour le monter au plus haut niveau. Le sujet du sponsorship, il est essentiel. Sans un sponsorship COMEX, c'est pas la peine. Il faut vraiment que ça soit idéalement le DAF d'ailleurs, le CEO et le DAF qui portent. Et donc c'est ces gens-là qu'il faut effectivement convaincre au début avec un business case, avec un électrochoc financier par exemple. C'est bien le cas chez nous, hein, c'est bien notre DAF en fait qui est notre sponsor, surtout nos projets énergie. Alors, vous avez franchi un certain nombre d'obstacles aujourd'hui. Vous vous arrêtez là, vous allez en faire plus. Vous avez un objectif. Alors, je vous ai entendu 100% renouvelable, on vous adore. C'est la meilleure déclaration de la journée. Mais c'est quoi les étapes? Comment vous allez les... Enfin, est-ce que vous avez une vision de jusqu'où, comment, quelle échéance? Bon, alors déjà, nos projets, ils ont bien été listés. Hein, donc, voilà. Donc, bon travail du côté Capgemini. Donc, aujourd'hui, on est à peu près à 16% de couverture. Donc, 16% de couverture, en fait, par le biais de PPA. Notre objectif là-dessus, c'est de pouvoir monter jusqu'à 30%. Pourquoi 30%? C'est tout simplement parce qu'à un moment donné, vous aurez un talent de consommation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mon objectif n'est pas d'être trader, en fait, de venir sur le marché ensuite pour revendre en fait, la production renouvelable, mais bien en fait, de venir couvrir en fait, des besoins de consommation d'énergie que je vais avoir. Et donc, par conséquent, là, ce qu'on cible aujourd'hui, c'est plutôt une barrière autour de 30% sur le PPA, et toujours en continuant à mixer en fait, les énergies. En annualisé. Pardon? En annualisé? Oui. Et 30% à quelle échéance? 3 ans? 400? Donc, on est toujours ouvert à des discussions. Hein. Donc, s'il y en a qui veulent mes coordonnées, il n'y a pas de souci. Ils sont disponibles à la fête. C'est une parfaite occasion. Mais ensuite, là-dessus, on avait un 20% qui était écrit à 2025. Donc là, on a une marge de manœuvre. Mais rien ne nous empêche en fait, d'accélérer au niveau des projets. Et au-delà des 30%? Au-delà des 30%. C'est un plafond de verre ou vous voulez le pousser?
Alors tout dépendra en fait de la place qui nous restera, parce qu'aujourd'hui ce qui est écrit c'est 30% donc sur du PPA, c'est 30% en fait sur de l'autoconsommation, puisqu'on a aussi ces projets-là en interne, et ensuite derrière de venir écréter avec de la garantie d'origine. C'est pas très vertueux. C'est pas très vertueux, mais ensuite derrière, on en a déjà échangé. Ce qui est important en fait finalement, c'est d'avoir un mix d'énergie qui nous permette de couvrir en fait notre courbe de charge. Et à certains moments, en fait, les renouvelables ne peuvent pas couvrir notre courbe de charge. Et donc, à un moment donné, il va falloir avoir recours à ce type de mécanisme. On peut parler stockage, on peut parler d'autres outils pour compléter votre boîte à outils. On peut parler stockage. Ensuite, derrière, il faut parler stockage, mais dans des conditions qui nous permettent ensuite de garder une certaine compétitivité. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pourquoi le sujet en fait, est traité à ce niveau de l'entreprise, c'est aussi parce que pour nous, en fait, c'est après les achats marchands, après les salaires, c'est le troisième poste de charge de l'entreprise. Donc à partir de ça, dès qu'il y a un effort à faire, le premier effort, il est chez nous. Arthur, vous voyez parmi vos clients la même ambition, on va dire, moins, plus Les stratégies climat des grands corporates explosent. Je ne vais pas parler du... Enfin, vous connaissez le RE100, donc les entreprises qui veulent se sourcer 100% renouvelables. Honnêtement, la France n'est pas hyper bien positionnée dans le RE100. On a quelques entreprises qui sont dedans, mais voilà. En revanche, si on regarde le SBTI, par exemple, donc l'initiative qui valide les trajectoires climat des entreprises, il y a déjà 120 entreprises françaises qui sont engagées sur des trajectoires 1,5 degrés. Donc toutes celles-là, elles vont devoir travailler leur scope 2, leurs émissions de CO2 de scope 2, qui passent notamment par l'utilisation de renouvelables en France. Donc voilà, la demande va juste exploser dans les prochaines années, et je partage la crainte de Anne, qui est qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de projets pour assouvir cette demande. Et l'objectif, enfin, le fondement de ces démarches, c'est du RSE, c'est économique, c'est de la survie pour certaines industries, c'est la taxe carbone on voit que la Commission européenne en fait sa ligne de réflexion pour le Green Deal. Alors, il y a évidemment une notion de BKs, et donc une notion de aussi prendre une position sur le marché, sur un marché long terme. J'aime beaucoup finalement l'approche aussi qui consiste à dire moi, je sécurise finalement une partie de mon prix de revient de cette manière dans une trajectoire industrielle. Ça, c'est évident. Il y a un hedge aussi sur le carbone, donc qu'on regarde. Pour des entreprises qui veulent être neutres en carbone, par exemple, on regarde aussi finalement le gain qui est lié au fait qu'on ne va pas devoir acheter une tonne de carbone en compensation. Ça fait partie des éléments. Il y a évidemment quelque chose de financier. Il y a quelque chose qui relève de la responsabilité de l'entreprise. Participer au développement du renouvelable en France, prendre la relève de ce qu'a fait l'État pendant 20 ans, c'est absolument essentiel pour un certain nombre d'entreprises. Et moi, il y a quelque chose qui me frappe énormément quand je parle avec ces entreprises qui veulent mettre en place ce type de stratégie, c'est qu'on demande à des corporates de prendre une position sur le marché à 15 ans, ce que pas un seul acteur expert dans l'énergie est capable de faire. La seule personne qui est capable de faire ça, de s'engager sur 15 ans sur un prix d'achat, c'est l'État, quand ils ne font pas un moratoire pour revoir les prix. Oh non. Donc, il faut quand même imaginer que ces entreprises, pour lesquelles l'achat d'énergie peut être par exemple le troisième poste de coût, on leur dit vous allez prendre une position pour aller aider le développement du renouvelable en France sur 15 ans. Et c'est extrêmement, extrêmement long. Et encore une fois, il n'y a pas un acteur de l'énergie qui est capable de prendre ce type de position. Donc c'est hyper ambitieux et extrêmement audacieux de la part de ces corporates. Donc je pense que ce sujet de la responsabilité de l'entreprise, il est essentiel dans le rôle qu'ils veulent jouer dans le développement. Et on voit qu'un certain nombre d'entreprises sont très très attachées, c'est pour ça que le département RSE doit être aussi là dès le début, à savoir dans quel territoire ces projets vont voir le jour, et donc dans quel territoire ils vont pouvoir valoriser leur présence et les impacts directs et indirects. On a en tête à la FED d'ouvrir des discussions avec des nouveaux acteurs, ou en tout cas des nouveaux acheteurs. Ce ne sont pas nécessairement des grands corporates, mais qui peuvent représenter les grands corporates, notamment le monde agricole, qui est aujourd'hui
a une empreinte carbone significative, mais aussi on voit les collectivités territoriales apparaître avec là un mandat de la base électorale. On voit les grandes communes comme Grenoble, Lyon, la ville de Paris qui se mettent là-dessus. Est-ce que vous voulez, ils toquent à votre porte pour apprendre, pour savoir par quel bout ça se prend? Alors, oui, évidemment, en conseil, on est ravis d'accompagner cette montée en compétences des différents acteurs. Là, il y a un point qui est hyper intéressant qui est mentionné, c'est le fait que des acteurs qui ne sont pas des énormes électro-intensifs, qui ne consomment pas des centaines de gigawattheures par an, s'intéressent au corporate PPA. Et évidemment, dans le modèle qui existe aujourd'hui, notamment en PS Produced, etc., c'est pas facile pour ces acteurs d'aller se positionner sur ce type de marché. Déjà parce qu'ils n'ont pas forcément les compétences et puis parce qu'ils n'ont pas forcément non plus les volumes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans d'autres pays, on a vu des corporate PPA multi-acheteurs. Donc, ce qui permet à des acheteurs de taille intermédiaire, finalement, de se regrouper et de pouvoir faire un contrat de corporate PPA avec un développeur qui va les alimenter. Aujourd'hui, en France, en tout cas de manière publique, il y en a un qui est en cours, qui est celui qui est fait avec LCL et Voltalia. Et il y a 10 clients du LCL, des clients locaux dans le nord de la France, qui vont pouvoir s'adjoindre à ce corporate PPA et profiter de 10% du volume de corporate PPA. C'est un modèle qui est extrêmement intéressant parce que ces 10 acteurs-là, seuls, ils n'auraient juste eu aucune chance de faire un corporate PPA. C'est des plateformes de vente et des plateformes d'achat. En fait, des achats groupés ou des ventes groupées pour avoir les volumes dans un sens comme dans l'autre. Et on a même des intermédiaires de marché qui eux-mêmes proposent de packager plusieurs actifs, y compris dans le temps. Il y en a qui vont être retirés de l'exploitation et on pourra y substituer un autre actif de façon à assurer cette continuité dans un contrat plus long. Donc, tout ça est en train de naître. Vous le voyez oui, tout à fait. En fait, on voit des entreprises, alors c'est intéressant, là on est plutôt quand même sur du large cap, des entreprises qui finalement vont demander à un acteur de l'énergie, non pas un corporate PPA, merci de me donner 50 gigawattheures par an, etc., mais de leur dire, je veux une solution totalement packagée, vous allez chercher les actifs là où vous voulez, mais à 2025, 2028, je veux être 100% renouvelable, avec un ramp-up en additionnel, en sortie d'obligation d'achat, en garantie d'origine, qui va ressembler à ça. Et donc là, c'est charge à l'énergéticien d'aller développer le bon portefeuille de projets, parfois en allant s'allier avec d'autres personnes, pour avoir l'offre, on va dire, la plus compétitive et la plus complète. Et là, d'ailleurs, c'est... en fait, quand on regarde notre courbe de charge, remplir par le bas au début, c'est facile, tant qu'il n'y a pas le talon. Et puis, la fin, c'est plus difficile. Et c'est là que les prestations d'agrégation ou les centrales hydrauliques qui sont pilotables vont avoir un intérêt indéniable pour compléter cette dentelle. On n'a pas laissé beaucoup la parole à la salle. Je pense qu'on a fait un peu le tour de tous les sujets. S'il y a des questions, vous avez des gens qui ont vécu le difficile process, c'est le bon moment de poser des questions. Je ne sais pas si parmi l'auditoire, où c'était tellement clair, on vous a assommé. Merci. Donc, Guy Clua, je représente l'Association des maires ruraux de France. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on veut réussir dans les énergies renouvelables, il faut effectivement que les gens se l'approprient. Pour cela, il faut qu'il y ait des avantages particuliers pour les territoires qui vont s'approprier ce genre d'installation, si on veut les développer, si on veut réussir. Je crois que le système de financement participatif est quelque chose d'important, mais aussi, je crois qu'il va falloir retravailler l'IFER par rapport aux retombées économiques que peuvent avoir les territoires sur leur engagement. Vous prenez un engagement, vous, à travers des contrats de longue durée, les communes peuvent également le faire. Donc voilà, moi je m'associe à vos travaux pour qu'on essaye ensemble d'aller dans ce sens pour qu'on puisse réussir cette transition énergétique verte. Vous prêchez à un auditoire convaincu sur
un sujet que vous avez abordé, qui est celui de l'IFER, où on a beaucoup travaillé avec la puissance publique pour s'assurer qu'une partie de l'IFER soit fléchée vers les communes d'accueil. Donc c'est d'où les 20% aujourd'hui de l'IFER, avec effectivement une différence entre, j'allais dire, la communauté de communes, les intercos, et les communes d'accueil. C'était pas gagné, c'était négocié au cas par cas, avec les scories de la taxe professionnelle qui existait avant et les mécanismes de répartition entre les collectivités. Et c'est un sujet où on a bien conscience, en tant que développeur producteur, que cette participation-là est essentielle, puisque c'est finalement une bonne façon de redistribuer une partie de la richesse créée par les actifs. Nous, ce qui nous intéresse aussi dans la discussion, c'est votre point sur la retombée locale. Alors, on a souvent la demande d'avoir des conditions d'achat de l'énergie en local qui n'est pas simple, parce que la réglementation ne s'y prête pas. Le Code des collectivités territoriales a créé une possibilité pour les communes d'investir dans des sociétés de droit privé aux côtés d'acteurs privés pour le développement de parcs ou d'installations solaires, distinctement pour les énergies renouvelables. Cette disposition est, à ce que je sache, relativement peu utilisée, mais c'est aussi une démarche finalement territoriale très importante. Puis il y a le dernier volet, c'est vous êtes des consommateurs. Vous êtes des consommateurs durables avec des écoles, des bâtiments et des collectivités plus ou moins. Alors, les maires ruraux, c'est des collectivités plus petites. Quand on atteint des villes intermédiaires ou voire à l'échelon supérieur, la région, le département qui eux-mêmes sont des consommateurs, là, c'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'on aimerait creuser avec vous pour commencer à soit un groupement de communes, ce qu'évoquait Arthur, c'est-à-dire effectivement de trouver plusieurs collectivités qui, conjointement avec un actif sur leur territoire, pourraient être finalement l'acheteur long terme et maîtriser la production et la consommation de l'énergie en local. Ça, c'est vraiment un sujet où, à fait, on aimerait bien ouvrir ces discussions et travailler sur comment pouvoir le faire dans le cadre qui vous est propre. Les marchés publics, vous avez un certain nombre de contraintes spécifiques qu'il faudra adresser, voire faire évoluer pour donner de l'espace pour créer ce type d'outils contractuels avec un actif qui est sur votre territoire. Ok, oui. Bon, justement, par rapport à ce que vous dites, il est peut-être intéressant aussi de travailler avec les territoires d'énergie par le biais de ces sociétés d'économie mixte qui peuvent aussi renvoyer des souplesses à des collectivités, quoi. Les deux. Et là aussi, il fait voir entre les SEM et les sociétés de droit privé, lesquelles se prêtent le mieux à avoir finalement des achats compétitifs, des durées, parce qu'on a souvent, par exemple, les délégations de services publics qui sont, dans certains cas, envisagées, sont de trop courte durée pour financer les actifs. Donc, il y a un vrai échange à monter, et avec vos ministères de tutelle et notre ministère de tutelle pour trouver le bon équilibre. Et je pense que c'est d'autant plus primordial dans le cadre du développement de l'hydrogène vert. C'est-à-dire que c'est par nécessité quelque chose qui doit être piloté par les territoires. Et donc, il est requis que nous travaillions ensemble pour faire changer un certain nombre de dispositifs pour que vous puissiez accueillir non seulement de l'éolien, mais aussi de l'hydrogène sur vos territoires. D'autres questions où on est en mesure de clôturer, ou des commentaires de clôture de la part de Ludovic ou Arthur? Oui, bonjour. Gilles Falk, nous sommes producteurs d'énergie verte. Juste une question pour Auchan. Je me posais la question si le fait de souscrire à une démarche CPPA pouvait conduire de la part du consommateur à remettre en question, ou en tout cas à retravailler sa courbe de charge, c'est-à-dire se poser en question
de sa consommation et dans quelle mesure des évolutions au cours du contrat, c'est-à-dire si par exemple le producteur dans 5 ans met du stockage sur sa production pour lisser sa courbe de production ou vous-même vous décalez vos courbes de consommation pour l'optimiser vis-à-vis du contrat que vous avez souscrit. Voilà. On parle de l'effacement réseau à l'échelle nationale. Est-ce que de gré à gré, on peut avoir aussi des flexibilités dans les deux sens? Alors, pour répondre de manière assez claire à la question, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Auchan, en fait, on est structuré sur la partie énergie sur 2 jambes. La première partie, c'est l'efficacité. C'est venir réduire en permanence de toutes nos consommations. Donc, on a une personne à la tête de cette équipe, c'est Ludivine Offray, que connaît bien Dominique aussi. Et sa mission, elle, c'est vraiment faire en sorte que tous les investissements qui sont réalisés au sein de l'entreprise permettent de réduire année après année la consommation d'énergie. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, nous, on intervient pour venir acheter l'énergie, puisque l'énergie la moins chère, déjà, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et ensuite, le deuxième volet, c'est à nous d'intervenir pour la partie achat. Dans notre structuration, de toute façon, et dans la manière dont on aborde le projet, on a encore de la flexibilité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on représente à peu près 1 Tera. Ce que l'on a aujourd'hui intégré en tant que fournisseur, ça représente un peu plus entre 500 et 600 gigas. Donc j'ai encore énormément de flexibilité derrière pour pouvoir intégrer des nouveaux projets. Si jamais il y a des réductions de consommation, de pouvoir apporter des flexibilités supplémentaires à mes fournisseurs. Donc on a suffisamment en fait de terrain, mais ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment penser en anticipation. Quand vous construisez votre projet, il faut se les aménager. Si vous tout de suite vous mettez en fait en tension sur votre CPPA en venant chercher, parce que c'est une contrainte aussi du CPPA, c'est qu'à un moment donné vous êtes en paye à ce produit. Vous avez un projet. Soit le projet il vous correspond et dans ce cas-là vous pouvez y aller, soit le projet en fait il est un petit peu trop élevé pour vous. Vous décidez quand même d'y aller parce que vous avez une volonté, je ne sais pas, au niveau de la gouvernance ou une volonté financière parce que le prix est intéressant. Sauf qu'à un moment donné vous allez être exposé à un risque de vente sur le marché et généralement quand vous allez vendre c'est quand le prix sera vraiment pas cher, voire en prix négatif. Donc je ne vous le conseille pas du tout cette approche. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand on réfléchit à notre projet, se donner des flexibilités en amont, bien réfléchir à tous les cas de figure que l'on peut rencontrer. Et nous, c'est ce que l'on a fait. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai entre 40 et 45% de flexibilité que je vais pouvoir amener sur le marché dès que je le souhaiterai. Et c'est pour ça que dans notre réflexion, on sait qu'on va pouvoir aller à 2030. On a une ambition à 30% de CPPA parce qu'on sait qu'on s'est donné les flexibilités pour le faire. Au delta près d'évolution réglementaire, je crois que je vous ai entendu vous exprimer sur le fait que vous avez aujourd'hui une obligation d'installer des bornes de recharge rapidement, en nombre important, en fonction de du nombre de places de parking que vous avez. Oui. Donc ça vient à l'inverse de vos efforts de réduction de conso. Alors l'avantage, c'est que ça ne rentre pas dans le décret tertiaire parce que c'est un nouvel usage, donc heureusement. Mais effectivement, donc nous, on a j'ai hérité de ce projet donc, au mois de mars, donc c'est tout récent et on a un temps assez réduit pour mettre en œuvre ce projet-là. Et quand on voit en fait l'ensemble des informations, des publications qu'on a pu avoir cet été, on parle du Fit for 55 européen, on parle de la loi climat résilience, on va devoir tous développer de manière assez rapide, nous les retailers, un certain nombre en fait, d'infrastructures de recharge de véhicules électriques sur nos parkings. Pour nous, ça représente à peu près 12 000 bornes à déployer. Et quand on prend en compte l'évolution du parc automobile actuel, les zones de faible émission à partir de 2025, à horizon 2030, grosso modo, en fait, cette activité elle va représenter autant que la consommation de nos hypermarchés et supermarchés réunis. C'est-à-dire qu'on va venir doubler notre consommation. C'est pour ça que le PPA, pour moi, je n'ai pas vraiment de difficulté à aborder le sujet, quoi. Oui, mais c'est pour ça que c'est aussi un élément important, puisque vous êtes un fournisseur de produits pétroliers aujourd'hui significatif sur le marché français, et vous allez devenir un fournisseur d'électricité diffus sur toutes vos installations. Donc il y a un basculement à terme potentiel de votre métier de distributeur de produits pétroliers à distributeur d'électricité, puisqu'on n'aura plus de moteur thermique en 2035. Oui, comme on a commencé par d'abord faire des essences, ensuite on est venu sur le gasoil, on est venu majoritairement le gasoil. Demain, ça sera effectivement plutôt l'électricité qui va venir remplacer le mix dans la mobilité en fait pour venir sur nos centres commerciaux. Donc votre courbe de charge, elle n'est pas immuable? Non, pas du tout. Mais il faut la maîtriser. Il faut la maîtriser et s'adapter. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres questions?
Alors on clôt. Merci beaucoup à vous tous qui avez participé à l'auditoire. Et on est ouvert à questions, commentaires en off. Quand vous voulez, on est là pendant le salon. Rachel, tu veux... Un mot sur le webinaire. Ah oui. Alors, on a initié un processus au sein de France Énergie Éolienne qui aujourd'hui est, on va dire, dans un mode expérimental. C'est de créer des webinars qui sont un mode de diffusion du savoir par les membres de la FE. On te ressollicitera, on vous ressollicitera dans le cadre de ce webinar. L'idée, c'est qu'il y ait effectivement des formations, enfin, des webinars de formation qui soient mis à disposition dans le temps. On a fait le premier sur le balisage. Il y en a un excellent sur le raccordement qui vient la semaine prochaine, je crois. L'idée, c'est effectivement que ce soit accessible par les gens en dehors du colloque et soit en ligne live, soit en vue décalée à la demande et à la commande. Donc voilà, on va en faire un. Voilà, on va en faire un sur le corporate PPA qui est prévu pour le mois de novembre. Merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne journée.